Bonjour à tous, ici Nathalie Boyer, en direct de Paris. Quelques mots d'abord sur Auré. Pour compléter ce qu'a dit Anne, nous travaillons sur le domaine de l'environnement et nous avons trois priorités principales. Une priorité sur la biodiversité économique, c'est-à-dire les services écosystémiques ou les interactions entre les différents écosystèmes. Ce qu'on appelle l'économie circulaire en France, sortir de l'économie linéaire pour aller vers une économie circulaire, avec la partie éco-conception des produits et des services, une partie écologie industrielle et territoriale que je vais vous détailler par la suite, et une partie reporting extra-financier et affichage environnemental, des données environnementales sur les produits. Auré a 20 ans, près de 150 adhérents. On travaille avec des groupes de travail qui reprennent nos thématiques et qui sont composés de multi-membres qui sont associatifs, collectivités locales ou entreprises. On a créé beaucoup d'outils, des plateformes interactives, on fait pas mal de publications annuelles, on a des permanents et surtout on a de 10 000 visiteurs par mois sur le site que je vous conseille d'aller voir. Quelques informations complémentaires. On a un site web en anglais et en espagnol. Alors, allez voir surtout celui en anglais. Celui en espagnol n'est pas très à jour. Une plateforme éco-conception en anglais, mais aussi en français. Hier, nous organisions un gros événement international avec la Convention sur la diversité biologique. Nous faisons de l'information, de la communication à travers un communiqué hebdomadaire que nous envoyons à nos adhérents chaque semaine sur l'actualité de nos adhérents, l'actualité d'Auré, l'actualité environnementale française, européenne et mondiale. Et puis des colloques, des conforés, des cafés Auré, l'édition de guides techniques, de plateformes. Et évidemment, on fait le lien entre les ministères dont on est très proche et avec nos adhérents. Et on fait monter des informations ou descendre des informations lors de consultations politiques. Juste quelques petits logos pour vous montrer qui sont les adhérents Auré. Il y a des grandes entreprises comme McDonald's que vous connaissez chez vous aussi, mais aussi LVMH, dont Louis Vuitton, Moët et Chandon, qui comprend la maison Guerlain, euh, Vuitton, etc. Et des toutes petites entreprises, ainsi que des collectivités territoriales, des associations environnementales, des filières professionnelles et puis des scientifiques. Vous avez ici le nom de quelques personnalités qualifiées dorées, donc qui sont ou des économistes ou des écologues ou des spécialistes de questions environnementales. Pour rentrer dans le vif du sujet, c'est-à-dire la gestion des déchets, nous avons commencé chez Auré à nous occuper de ces questions-là à partir de 98. En effet, en 98, on s'est aperçu que les zones d'activité françaises, les parcs d'activité, étaient quand même dans un état de déliquescence avancée, certains, et qu'au lieu de refaire des parcs d'activité tout neufs, il faudrait revaloriser et réfléchir à une meilleure gestion collective des parcs d'activité français. Donc, à partir de ce moment-là, on a réuni le groupe de travail multi-acteurs, comme on fait chez Auré, avec des collectivités locales, des gestionnaires de parcs d'activité, des associations qui s'occupent d'environnement, des experts des déchets, des bureaux d'études, etc. Et nous avons conçu toutes ces fiches, dont la première fiche sur la gestion collective des déchets date de 99. On a aussi regardé les rejets liquides, on a regardé la communication, parce que sans communication, il y a une mauvaise gestion environnementale, les chartes de qualité, les indicateurs, la mise en œuvre de chantiers à faible nuisance, comment gérer les risques et comment rejeter les rejets liquides en entreprise de façon plus environnementale. Je vous donne le lien, mais c'est surtout réservé aux adhérents. Nous avons commencé à l'époque par 3 territoires d'expérimentation. Chez Auré, on ne fait pas que la théorie, on aime bien le côté pragmatique, opérationnel. Donc généralement, on teste avec nos adhérents ce qu'on préconise. Au-delà de tester avec nos adhérents et de développer des fiches, on a pas mal de documents qu'on met à la disposition de tous et qui sont gratuits et téléchargeables sur le site. Ces trois-là correspondent à de l'écologie industrielle et territoriale. Je reviendrai plus tard dessus, mais ils sont téléchargeables et gratuits pour vous. Le troisième n'est pas encore en ligne puisqu'il va l'être au mois de novembre. Sur la gestion environnementale des zones d'activité, vous trouverez un guide de management environnemental qu'on a fait en 2005
qui est toujours d'actualité parce que c'est une boîte à outils avec des fiches de bonne pratique, des mémos juridiques, des informations utiles, une approche step by step avec des cartes, du visuel, parce qu'on s'est aperçu que pour mettre en œuvre du management environnemental d'activité et de la gestion collective des déchets, le visuel était une façon pragmatique de sensibiliser. Je vais directement au sujet d'aujourd'hui, la gestion collective des déchets. Alors pourquoi elle est très développée en France? D'abord parce qu'on a eu une pression réglementaire très forte ces dernières années. On a eu une loi cadre qui commence en 75, qui a été renforcée en 92, qui axait la politique des déchets française sur la prévention, la valorisation et le recyclage. En 2002, on a dit qu'il fallait stocker juste les déchets ultimes, c'est-à-dire les déchets qui ne sont pas valorisables. En 2010, on a transposé une directive européenne de 2008 sur les déchets. Donc, dans le Code de l'environnement français, maintenant, les notions de producteurs de déchets, de détenteurs de déchets sont très claires et introduisent de nouvelles obligations. Donc, en quoi peut consister cette gestion des déchets? D'abord, un tri interne des déchets, un apport dans les déchetteries, la mise en benne en vue d'un tri ultérieur. Il est préconisé aux entreprises d'effectuer le plus en amont possible un tri des déchets afin d'optimiser le coût de traitement. Enfin, le déchet qui coûte le moins cher et le déchet qu'on ne produit pas. Donc, c'est vrai qu'au-delà de la gestion collective des déchets, on préconise des campagnes de sensibilisation pour effectuer le moins de déchets possible. Chaque catégorie de déchets nécessite un traitement particulier plus ou moins coûteux. Donc le fait de mélanger les déchets peut imposer d'appliquer le traitement le plus coûteux à tous les déchets, d'où l'intérêt du tri en amont. Les quantités générées par les entreprises, les petites entreprises notamment, font que l'implantation d'une véritable gestion des déchets est souvent difficile pour ce qu'on appelle nous la PME, la PMI, c'est-à-dire les SMI en anglais, les petites et moyennes entreprises. La gestion collective des déchets par ces entreprises, pourtant, permet d'apporter une solution pérenne et économiquement viable. Elle permet de consister à négocier avec des prestataires de collecte et de traitement sur un volume beaucoup plus important, donc avoir une force de frappe beaucoup plus importante. Le concept de façon imagée, vous avez d'un côté les entreprises. Si on prend l'exemple de notre adhérent de la Plaine de l'Ain, qui est un parc d'activité près de Lyon, il y a une distribution de containers de collecte sélective avec une optimisation du parc sur la taille, le nombre et un ajustement du parc selon les besoins. Les containers pleins sont remplacés par des containers vides, puis un point de regroupement de déchets, un point de regroupement collectif où on identifie, on pèse les déchets, on gère le stock des conteneurs vides qu'on lave et dont on assure la maintenance, on vide les conteneurs dans des compacteurs et des bennes, et puis arrive l'organisation de la collecte avec une revente des déchets valorisables. Les objectifs sont bien de trouver des solutions optimales de collecte des déchets pour les entreprises, dans le même territoire, à proximité, sur une zone d'activité, de maîtriser le coût de gestion de ces déchets, de concevoir des solutions techniques et organisationnelles adaptées, de respecter la législation qui est quand même assez forte en France sur ces questions-là, d'optimiser les lieux de stockage au sein des entreprises, parce que quand on fait une gestion collective, on sensibilise toutes les entreprises aux bonnes pratiques. Au-delà des lieux de stockage, faire en sorte qu'il y ait des bacs de rétention qui sont obligatoires pour certaines entreprises en France, notamment pour les déchets dangereux. Répondre aux exigences des collectivités locales par rapport aux collectes. Ce qu'on appelle les DIB en France, ce sont les déchets non dangereux. Les déchets industriels banals sont les papiers, cartons, plastiques non dangereux, non souillés. Et identifier des solutions pour les besoins individuels des entreprises. Je vous ai mis une typologie qui a été faite par l'ADEME. Alors l'ADEME, c'est l'établissement public en France qui se charge de l'environnement. C'est l'agence de maîtrise de l'énergie et de l'environnement, donc qui est financée par l'État et qui s'occupe d'énergie et aussi évidemment beaucoup de déchets. Ils ont réalisé cette étude sur 230 opérations de gestion collective et vous voyez que 11% prennent en compte les déchets de type papier. Alors ce que vous voyez écrit les DIB, ce sont les déchets industriels banals ou déchets non dangereux. Ce que vous voyez en D3E, ce sont les déchets d'équipements électroniques et électriques. Vous avez des cartons, vous avez des palettes, des plastiques, des consommables informatiques, des emballages, des métaux, des déchets bois, des verres
des ferments textiles et des déchets verts, des piles de batteries de néon, des déchets spécifiques et ce qu'on appelle les déchets toxiques à quantité dispersée, qui sont là aux environs de 8%. Les résultats, d'après l'ADEME, toujours d'après cette étude, c'est qu'il y a vraiment des résultats économiquement intéressants, puisqu'il y a une baisse des coûts de collecte et de traitement. On est plus fort à plusieurs, évidemment, pour négocier, et avec des quantités. Environnementaux, puisqu'on s'aperçoit qu'avec ces mesures-là, on augmente la fraction de déchets valorisables. On réduit ce qu'on appelle les OMR, c'est-à-dire les ordures ménagères qui sont assimilées et collectées, c'est-à-dire que les entreprises les mettent dans les ordures ménagères au lieu de les faire traiter par des filières adaptées. On réduit les déchets ultimes qui sont envoyés en décharge, puisqu'on trie mieux, on valorise mieux. On réduit les quantités de déchets produits, on est sensibilisé au tri, on est sensibilisé aux déchets, on en produit moins. On baisse la toxicité des déchets produits, on gère à proximité ces déchets, et puis c'est toujours intéressant d'avoir une installation de gestion sur le site, comme on a vu tout à l'heure sur la gestion collective, et aussi avoir des mini-plateformes de compostage de déchets verts qui se mettent en place. Au niveau réglementaire, évidemment, les pratiques informelles ont tendance à disparaître, puisque toutes les entreprises travaillent ensemble et montent en compétences, on arrive à des mises en conformité. On anticipe les évolutions réglementaires, on réduit à la source. Et évidemment, il y a une prise de conscience dans le domaine des déchets, puisque vous allez le voir après, une bonne gestion collective des déchets ne peut pas se priver d'une animation et d'une sensibilisation. Évidemment, on réduit les impacts environnementaux puisqu'on traite mieux ces déchets, on améliore l'image de la zone d'activité des entreprises impliquées, d'où une meilleure attractivité commerciale de la zone. On pérennise les filières mises en place, c'est-à-dire que comme on a une certaine quantité de déchets, des contrats bien établis avec les prestataires, on arrive à pérenniser et on crée une dynamique d'action et d'échange entre entreprises. La méthodologie en quelques phases, c'est d'abord, comme je vous le disais, la sensibilisation. Donc il faut identifier les partenaires sur le parc d'activité, leurs attentes, et informer et sensibiliser les entreprises sur la démarche. Après, on définit une analyse de projet. Généralement, on constitue un comité de pilotage qui regroupe les différents partenaires de l'opération. Alors, ça va être le gestionnaire de la zone d'activité, ça va être des partenaires sensibles à l'environnement ou à la collecte des déchets sur le territoire. Nous allons voir le détail plus tard. On va analyser l'existant et les besoins des entreprises. Quel gisement de déchets par des questionnaires, des mini-audits. On va élaborer des scénarios, des préconisations. On va choisir son scénario et on va s'engager tous ensemble par rapport au choix retenu. Évidemment, il faudra rédiger un cahier des charges, consulter et faire le choix des prestataires déchets par un appel d'offres et contractualiser individuellement avec chaque entreprise. Tout cela est bien beau, mais si on n'assure pas un suivi, ça peut ne pas perdurer. Donc, il faut vraiment créer un comité de suivi technique de l'opération entre les entreprises et les prestataires, qu'ils se réunissent régulièrement et puis continuer à informer les entreprises, qu'elles soient participantes ou non, pour qu'elles viennent rejoindre le groupe. En termes d'acteurs locaux, comme je vous disais tout à l'heure, l'acteur local qu'on retrouve le plus souvent, c'est le gestionnaire de la zone d'activité. Il peut en outre assurer l'organisation de la gestion en animant le groupe de travail, mais un gestionnaire de zone d'activité, souvent financé par la collectivité locale, peut aussi assurer le soutien technique, la logistique, le suivi, le rôle de prestataire. Il peut aller jusqu'à assurer l'opération de gestion. Il y a ce qu'on appelle en France les chambres consulaires. Je ne sais pas si vous avez la même chose au Canada, qui sont ce qu'on appelle les chambres de commerce et d'industrie, les chambres de métier, ça c'est plutôt pour les artisans, pour les petites entreprises, les chambres d'agriculture, les associations d'entreprises. Il peut y avoir des zones d'activité dans lesquelles les entreprises sont regroupées en association, et évidemment les collectivités territoriales qui, tout dans leurs compétences en France, ont des rôles à jouer au niveau territorial sur la gestion des déchets. Les facteurs de réussite pour que la gestion collective fonctionne au maximum, et évidemment qu'il y ait déjà une animation des entreprises qui se connaissent et qui travaillent ensemble. La présence d'un gestionnaire de zone peut être évidemment indispensable. La constitution d'un organisme pilote, donc avec une structure responsable association d'entreprise,
et un animateur permanent sur le long terme. L'implication des partenaires le plus en amont possible de l'élaboration du projet. On s'est aperçu en France que tout ce qu'on faisait en environnement, si on ne mettait pas en amont les partenaires, notamment les ONG, ce qu'on appelle les ONG, c'est les NGO chez vous, c'est-à-dire les organisations non gouvernementales, on risquait d'avoir des critiques et d'avoir beaucoup de difficultés pour mettre en œuvre le projet. La concertation entre tous les partenaires et les acteurs de l'opération est indispensable et l'évolution du projet permet d'intégrer ultérieurement notre entreprise. Évidemment, la communication. Les difficultés qu'on a rencontrées à travers nos différentes expériences chez Auré depuis 1998, c'est une faible mobilisation dans l'entreprise dans un premier temps, trouver des financements locaux et partenaires, le choix de la solution technique, le montage financier en cas d'investissement lourd, la rédaction du cahier des charges de consultation des prestataires de services et la réalisation technique et le suivi des solutions. Je vous ai mis quelques exemples. Je vais vous parler d'abord du club des entreprises de Carros-le-Broc. Alors pour ceux qui connaissent la France, c'est dans le sud-est, les Alpes-Maritimes, près de la Côte d'Azur. Nous avons un club d'entreprise là qui s'est créé pour mettre en œuvre une gestion collective des déchets sur une zone d'activité de 188 hectares avec 450 entreprises et 8000 tonnes de déchets industriels qui sont produits par an. Il y a 12 filières de valorisation qui ont été concernées. Je vous les ai citées: verre, végétaux, résiduels, film plastique, papier blanc, papier, métaux, gravats propres et sales, fermentés cibles, carton, bois. Et on s'est aperçu qu'on avait une réduction du coût de gestion des déchets de 10 à 40%. Augmentation évidemment du taux des valorisations des déchets non dangereux qui partaient avant dans les ordures ménagères d'environ 30%. Alors évidemment, en France, ces opérations de gestion collective ont été subventionnées au démarrage. Elles ont été subventionnées par les partenaires classiques sur l'environnement en France, l'ADEME que je vous ai déjà cité, qui est l'organisme financé par l'État, la région, qui est le conseil régional PACA, le conseil général qui concerne le département des Alpes-Maritimes, la communauté de communes des Coteaux d'Azur, et parfois certaines entreprises pilotes. Sur Carros Industrie, il y a eu 600 000 euros de subventions financières. La Chambre de commerce et d'industrie de la Côte d'Azur a participé en mettant à disposition du personnel pour faire des études et des enquêtes. On a exonéré les entreprises de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères sur les deux intercommunalités qui étaient dans la démarche. Et on a évidemment recruté un chargé de mission pour l'initialisation de l'opération par l'association. Alors ce chargé de mission peut aussi être un emploi du temps mutualisé, peut servir à d'autres choses qu'à la gestion collective des déchets, peut servir par exemple à mettre en place du management environnemental sur toutes les entreprises de la zone, comme on l'a vu dans certains cas. Une autre expérience qui cette fois est dans le nord de la France, dans le Pas-de-Calais, avec Arvin Entreprise, qui a été initiée par 4 entreprises dans le parc d'activité du château. Là, on est sur un parc qui compte environ 45 entreprises. Et en 2012, on avait plus de 32 entreprises qui participaient à cette action collective. Là, 8 plus de déchets, les déchets non dangereux, ou déchets industriels banals, comme on les appelle en France, les papiers cartons, les fumées tirables, les déchets de garage, de gravats, de matières organiques, les bacs dégraisseurs et les divers déchets souillés. Sur ce coup-là, on a aussi vu une réduction de 20% des dépenses dans la gestion des déchets. Ça n'a pas bénéficié d'emblée de financement pérenne, ce projet, mais jusqu'à présent, son équilibre de financement a pu être obtenu grâce notamment à l'engagement personnel et bénévole de la présidente du club, les cotisations annuelles des adhérents, des entreprises du parc d'activité, même si elles ne couvrent que de manière marginale les besoins ingénierie de l'association, un cofinancement, encore une fois, de l'ADEME et du conseil régional, dans le cadre de l'action mise en place de la mutualisation de la collecte des déchets, et un premier poste de salarié a pu être aussi financé par l'État. Enfin, le but du jeu, c'est pas de faire que de la gestion collective des déchets, mais de faire aussi des achats mutualisés. C'est ce qu'a fait Carré Entreprise. Et avec les coûts économisés par les entreprises, grâce aux prix de gros qui leur sont accordés à travers les achats mutualisés ou la gestion collective des déchets, les entreprises rétrocèdent un tiers des bénéfices qu'elles ont
qu'elles ont encaissé à l'association Carré Entreprise. Troisième exemple, le parc industriel de la Plaine de Loing. Pour ceux qui connaissent la France, on est autour de Lyon. Donc, pareil, on repart du côté est, mais un petit peu plus haut que le premier exemple. 127 entreprises de taille variée. Là, on a réalisé 2 collectes mutualisées de déchets dangereux diffus aussi, pas que des déchets non dangereux, donc des solvants, des piles, des peintures. Collecte des déchets non dangereux avec 2 prestataires. Et là, on a quand même beaucoup d'entreprises qui se sont lancées dans l'opération avec 70 à 80% engagés. Là, nous avons une animation, comme je vous le disais, par le responsable environnement sécurité du syndicat mixte, donc le gestionnaire du parc, qui travaille sur 20% de son temps de travail pour organiser cette gestion collective. Et le montage des opérations a été assuré par le gestionnaire du parc et par le club des entreprises du parc. La Chambre de commerce de l'Ain a aussi participé au montage du projet. Assez rapidement, je vais... je vois une question, mais je pense que je répondrai après. Je vais passer à l'écologie industrielle et territoriale. C'est-à-dire qu'en France, on est sorti des démarches maintenant juste de gestion collective des déchets et on s'est dit qu'il fallait aller voir plus loin et qu'il ne suffisait pas de recycler, de valoriser au mieux les déchets, mais qu'il fallait travailler à faire en sorte que ces déchets soient des sous-produits. Clairement, on travaille à faire en sorte que les entreprises fonctionnent entre elles comme les écosystèmes naturels fonctionnent entre eux. C'est-à-dire les déchets de l'un deviennent les sous-produits de l'autre, rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme. Et ce qu'on trouve très intéressant dans l'écologie industrielle et territoriale, c'est que les déchets partent en décharge ou en centre de traitement, mais ils peuvent être transformés, subir une première transformation et devenir un sous-produit. Donc on va créer des emplois non délocalisables, puisqu'on va mettre en place des cycles sur les territoires, et puis aussi on va éviter d'aller prendre des ressources naturelles, puisqu'on va utiliser des déchets à la place des ressources naturelles. Je vous ai mis une petite synergie très simple qui existe entre une collectivité locale et une entreprise en France, près de Paris. On avait un incinérateur qui produisait des mâches-fer, les résidus d'incinération, et à côté on a une entreprise qui récupère par un cheval, par un chemin de halage, la péniche est tirée par le cheval, on a restauré historiquement ces chemins de halage, et cette péniche chargée de mâches-fer va aller dans l'entreprise Iprema pour servir de sous-couche routière avec d'autres déchets qui seront amenés à Iprema. Et puis les eaux de bouture de la structure Iprema qui partaient normalement, qui n'étaient pas revalorisées, vont servir à refroidir évidemment l'incinérateur. Parce que l'écologie industrielle et territoriale, c'est pour ça que j'élargis le sujet, c'est pas que les déchets, ça peut être de l'énergie fatale, ce qu'on appelle une énergie qui normalement part dans l'air, qui n'est pas utilisée par les entreprises. Ça peut être de l'eau, ça peut être partager les équipements, d'où la gestion collective des déchets, ou créer de nouvelles activités en valorisant des déchets et en faisant de l'achat mutualisé. Juste pour que vous sachiez qu'en France, il y a à peu près une quarantaine d'expériences de cet ordre-là. Sachez qu'Auré, il travaille depuis un certain nombre d'années. Je crois que c'est à Victoriaville que vous avez une expérimentation assez similaire chez vous au Québec. Et Auré travaille sur ces questions-là depuis un certain nombre d'années avec un groupe de travail dédié en ayant créé un projet qui s'appelle Comet. Je vous conseille d'aller le voir parce que c'est un outil complet d'aide à la décision pour mettre en œuvre l'écologie industrielle qui est ouvert à tous. On a aussi analysé les stratégies d'acteurs, justement, les formes contractuelles. On est plusieurs à traiter des déchets ensemble. Quel type de contrat on doit mettre en place et quel type de gouvernance? Donc ça, c'était des questions qu'on s'est posées. C'est un programme de recherche sur lequel on finit de travailler en ce moment. Et puis, on a accompagné pour le ministère des Finances français des territoires en direct sur ces questions-là. Comet, je vous en ai parlé, c'est vraiment comment mettre en place ces démarches d'écologie industrielle avec 4 modules. D'abord, on regarde le potentiel des entreprises et du territoire. On regarde la faisabilité des synergies entre ces entreprises.
dont les synergies déchets, bien évidemment, qui sont les premières souvent traitées. On définit des scénarios de mise en œuvre et puis on intègre la démarche dans des stratégies de développement durable du territoire. Le but, c'est de rester dans la pérennité. Euh, c'est vraiment l'enjeu de toutes ces démarches, hein. Gestion collective des déchets, écologie industrielle et territoriale. L'enjeu, c'est de ne pas faire une opération qui dure 1 an, 2 ans, mais bien de pérenniser. Auré a produit pas mal de documents, dont mettre en œuvre une démarche d'écologie industrielle sur un part d'activité qui est téléchargeable gratuitement, des guides experts. Je vous ai laissé les liens. Je vous ai aussi laissé les liens pour le hors-série qui reprend 5 territoires pilotes que nous avons accompagnés avec les freins et les leviers. Ça peut vous intéresser aussi de voir comment on peut mettre facilement en œuvre ces méthodologies en France. Et 2 exemples pour finir, 2 exemples déchets, mais d'écologie industrielle et territoriale. Un exemple dans l'Aube, nous avions une betteravière qui faisait du sucre, qui s'appelait Cristallignon, et qui avait des sables issus de la production de ce sucre, des sables souillés par une graminée, ce qui empêchait d'épandre ces sables dans les champs. Donc ils devaient partir en décharge et ça commençait à coûter très très cher. Et à côté, on avait une entreprise du bâtiment qui, elle, allait chercher des sables issus des carrières, donc qui allait user des ressources naturelles. Nous avons mis en place, le club de l'Aube a mis en place plutôt la synergie et les sables issus de la betteravière servent à l'entreprise du BTP, 2 entreprises, une synergie, un gain de 100 000 € par an et 12 000 tonnes de sable qui ne sont plus pris dans le milieu naturel, mais qui sont issus des déchets. Donc on est dans du gagnant-gagnant. Pareil, dans l'Aube, ils ont fait un projet synergie sur le bâtiment, sur les travaux publics plutôt. Ils ont ouvert l'appel d'offres. Il y avait un appel d'offres pour réaliser ce qu'on appelle une rocade, c'est-à-dire une portion routière rapide. Et dans le marché public, ils ont mis une possibilité pour les entreprises candidates d'intégrer des variantes environnementales. Ça a permis à une filière de proposer dans sa réponse au marché le recours à plus de 25% à près de 25% de matières premières qui étaient issues d'autres chantiers en cours de réalisation, au lieu là aussi de prendre des matériaux vierges naturels. Et par ailleurs, l'offre a été sélectionnée parce que le prix a été inférieur à 12%, de 12% à la moyenne des propositions d'offres présentées. Les intérêts d'engager une démarche de gestion collective, on les a vus, mais pour l'écologie industrielle et environnementale, on va retrouver les mêmes, hein. Réduire les impacts environnementaux, créer des activités des services non délocalisables, en ancrant territorialement et en valorisant les ressources locales, au lieu d'aller chercher des ressources à l'autre bout de la France ou dans un autre pays, essayons de voir ce qu'il y a à proximité. Au-delà de l'économie des ressources, on va aussi économiser des gaz à effet de serre. Évidemment, toutes les démarches environnementales qui diminuent les déchets augmentent l'attractivité. On développe du développement local avec des circuits courts. Et pour les entreprises, on fait des économies. Au lieu de, on l'a vu avec la betteravière, hein, au lieu de payer pour le traitement de mes déchets servent à une autre entreprise et je n'ai plus à me soucier de leurs coûts. On réalise des économies d'échelle, on réduit les coûts de transport. Parce que pour l'exemple de la betteravière, ce que je ne vous ai pas dit, c'est qu'ils ont fait aussi une synergie de transport. C'est-à-dire que les camions qui arrivent à plein avec les sables souillés repartaient à vide avant et maintenant on repart à plein. Voilà, donc on a évidemment des possibilités de générer des revenus par la vente de ce produit et améliorer l'efficacité de nos process en améliorant l'image de l'entreprise. Merci pour votre attention. J'espère que c'était pas trop rapide avec l'accent franco-toulousain, c'est-à-dire du sud-ouest que j'ai, et que tout est bien clair pour vous tous. Je vais répondre à vos questions. Alors, la première question que j'ai sur le temps qu'il faut pour implanter une collecte mutualisée, je dirais il faut, ça dépend du dynamisme de la communauté, mais bon, c'est quelques réunions entre 6 mois et 1 an, je dirais entre 6 mois et 1 an, avec le cahier des charges, etc., en moyenne. Alors, les entreprises, il y a comment mobiliser les entreprises, c'est clair.
Il faut du charisme. Alors, ça peut être un leader, par exemple un chef d'entreprise super charismatique, aimé de tous sur la zone d'activité qui va sensibiliser les entreprises, ou ça peut être un leader politique. Souvent, vous avez un élu chez nous qui prend à bras le corps le sujet et qui connaît évidemment les grands chefs d'entreprise ou les chefs d'entreprise de son territoire et qui va les sensibiliser. Alors comment on fait? Généralement, on commence toujours par des rencontres collectives avec vraiment des gens qui expliquent les intérêts et les entreprises qui posent des questions. Et puis s'il faut compléter par des rencontres individuelles, pourquoi pas? Oui, une démarche plus large me semble intéressante. C'est pour ça que je vous ai présenté les démarches d'écologie industrielle et territoriale. Je pense que quand on sensibilise les entreprises, c'est intéressant de les sensibiliser sur tous leurs impacts environnementaux. C'est dommage de s'en tenir qu'aux déchets, puisque elles ont aussi des impacts sur l'eau, des impacts sur la pollution des sols, etc. C'est pour ça qu'on aime bien les démarches d'écologie industrielle et territoriale parce elles sont multicritères, elles ne sont pas comme en ce moment c'est très à la mode avec le changement climatique que sur les gaz à effet de serre, mais elles traitent bien de toutes les synergies possibles entre les entreprises d'un territoire et en plus elles sont aussi positives, c'est-à-dire qu'elles n'est pas que dans la démarche vous polluez, c'est mal, impact, mais plutôt ben, vos déchets peuvent être des sous-produits, vous pouvez améliorer votre compétitivité en donnant votre énergie à votre voisin, etc. Tout dépend des gisements. Commencer par une matière. Évidemment, c'est plus facile avec les déchets non dangereux parce que, et les déchets qui se rachètent parce que c'est plus facile pour montrer le côté rentable aux entreprises que partir sur des matières qu'il faut faire enlever et qui coûtent de l'argent aux entreprises. Donc, tout ce qui est papier, carton, souvent ça commence par des déchets plutôt non dangereux. Ben, merci à tous. Je vous souhaite un excellent repas, parce que chez nous, c'est la fin de la journée, et à très bientôt.